rappelle la situation du Tibet annexé par la Chine communiste, qui a fait l'objet de deux délibérations à l'ONU demandant à la Chine d'évacuer ce territoire indépendant jusqu'à la prise du pouvoir par Mao Tse-tung. La date du 10 mars est une date tragique puisque le Dalai Lama, qui avait joué le jeu avec le nouveau pouvoir communiste, croyant à ses bonnes paroles, a dû quitter son territoire, la ville de Lhasa, et se réfugier en Inde, où Nehru, le Premier ministre indien, l'a accueilli avec toute une communauté qui l'a suivi. Et depuis, on sait très bien que le Tibet est un territoire qui fait 5 fois la France, qui ne comporte que 6 millions de Tibétains, mais qui apparemment gêne beaucoup le pouvoir en place. Et donc, il y a une mise en coupe réglée, une dictature qui s'impose d'ailleurs à tout le territoire chinois, mais plus particulièrement à cette minorité. Et le plus, non pas le plus grave, mais qui l'accompagne, une disparition volontaire de la civilisation tibétaine, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la civilisation chinoise. Et notamment des villes tibétaines, des éléments de culture et de civilisation. Et un maire du sud-ouest, de Salles-sur-Garonne, Jean-Louis Alliot, a lancé il y a quelque temps, il y a maintenant 6 ans, une initiative de parrainage pour toutes les villes de France qui le souhaiteraient, du nom d'une des cités tibétaines en voie de disparition quand elles n'ont pas tout simplement été déjà rayées de la carte afin de témoigner d'une existence. Donc, vous connaissez mon engagement parlementaire sur la cause tibétaine. La ville de Saint-Laurent-du-Var, en 2010, à mon incitation, avait bien voulu accepter ce parrainage, que j'avais proposé d'ailleurs à d'autres, y compris la nôtre. Et donc, il m'a semblé, à l'approche de l'anniversaire tragique du 10 mars 59, afin de ne pas sombrer dans l'oubli et la disparition définitive, notre commune, qui est une ville amie des peuples libres, puisse effectivement témoigner de sa sympathie et marque effectivement sur quelques panneaux d'entrée de notre commune son parrainage avec cette cité. Alors cette cité a une valeur symbolique, bien sûr elle a un nom imprononçable, celui du fort de Lonzé, le dzong de Lonzé. Alors effectivement c'est plus facile quand on dit Lhasa ou autre. Bon. La ville de Mouansartou a préféré faire du Dalai Lama son citoyen d'honneur. Chacun s'engage à sa manière pour soutenir ce peuple qui ne dérange personne et qui est adepte de la non-violence. Et donc, cette cité a accueilli le Dalai Lama au moment de franchir la frontière. Et ça a permis au Dalai Lama, justement, de proclamer officiellement la dénonciation du partenariat qu'il avait signé dès le départ, en 1951, avec le gouvernement communiste chinois, croyant dans leurs bonnes paroles. Et donc, rappeler le dzong de Lunzé, c'est simplement indiquer une ville de résistance à l'oppression. Certains, je le sais, donc je m'adresse à mes concitoyens, s'étonnent de mon engagement sur le Tibet. Ben, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est un peuple qui a une civilisation, une histoire, et un pouvoir dictatorial existe toujours en Chine. On semble l'oublier pour faire des affaires. La Chine revendique officiellement cette année 1200 morts par la peine de mort qu'elle applique. Cette peine de mort qui dérange tellement les grandes consciences, notamment aux États-Unis, semble beaucoup plus complaisante lorsqu'il s'agit de la Chine. Il nous paraît donc tout à fait légitime de soutenir la cause tibétaine. Et pour ceux qui n'y voient aucun intérêt, je voudrais leur rappeler qu'on a vécu il y a quelques années la même chose avec l'Union soviétique et les 3 républiques baltes. On vous aurait parlé dans ce conseil municipal de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie. On aurait écarquillé des yeux en disant mais tout ça c'est du passé, ça n'existe plus. Et de toute manière, les Russes se sont installés et il n'y aura plus de population balte. Aujourd'hui, il n'y a pas de sens de l'histoire, contrairement à ce qu'affirmait Karl Marx. Il n'y a que le sens de la liberté
qui l'emporte tôt ou tard, et aujourd'hui, il y a des républiques indépendantes et libres au sein même de l'Union européenne. Bon. Il n'est pas interdit de rêver qu'un jour, le peuple tibétain, qui ne revendique que l'autonomie, comme il l'a d'ailleurs en Inde, où il ne dérange absolument personne, parce qu'il respecte le pays qui l'accueille, ne puisse pas, dans le propre territoire, là où il a toujours vécu, puisse effectivement y couler des jours paisibles, puisqu'il ne demande que la défense de sa culture et une autonomie respectueuse de l'ensemble chinois. Voilà, c'est juste pour rebâtir un petit peu le cadre. J'ajoute que nous ferons le dimanche 13 mars, ici à Villeneuve, avec Michel Perrin, qui s'en occupe activement, et Philippe Walonislav, la deuxième journée du Tibet libre, et nous aurons l'occasion, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent, d'apprécier tous les aspects de la culture tibétaine, de la science tibétaine, de la médecine tibétaine. Et nous aurons donc une façon symbolique, nous aussi, de manifester notre attachement et notre soutien à ce peuple. Voilà. J'ai rapporté cette délibération. Elle demande bien sûr une approbation de la part du conseil municipal. Et je vous laisse bien volontiers la parole à ce sujet. Monsieur Lindemann. Oui, concernant ce sujet, moi je crois, enfin je voudrais bien préciser quelques principes. Je considère que les propos que vous avez tenus méritent un peu d'être commentés. Moi je partage a priori un sentiment que vous avez exprimé, c'est qu'il est inadmissible qu'un peuple soit privé de son libre choix de destinée. C'est un principe absolument majeur, et je pense que là-dessus, c'est le cas du Tibet. Okay. Dans votre dénonciation de la situation du Tibet, vous y associez systématiquement, enfin très souvent, et dans le cas présent, vous avez raison, vous parlez de la Chine, c'est tout à fait vrai, et vous y associez une idéologie que les Chinois revendiquent, qui est le communisme. Le communisme tel qu'il a été revendiqué et existé dans le monde a en effet prouvé historiquement, parce que moi je crois que l'histoire a un sens. Ce sera un long débat. Je pense que l'histoire a un sens malgré tout, et c'est vrai que il y a des peuples qui ont subi le joug de l'URSS, les Chinois aussi, et il y a d'autres pays dans le monde qui ont subi des jougs qui n'étaient pas liés à des régimes communistes. Ce n'est pas, je veux dire, le trait même, la particularité totale du communisme qui, à mon avis, mériterait d'être largement plus développée. Donc, je vais voter votre proposition, parce qu'elle me paraît tout à fait justifiée, mais je tiens tout de même à dire qu'en votant cette proposition, ça ne veut pas dire que j'adhère à tous les propos que vous avez tenus ici ou dans la presse, et donc vous êtes, je veux dire, évidemment, je ne me permettrai même pas de vous l'autoriser ou non, ça n'aurait aucun sens, mais je tenais tout de même à préciser que je ne partage pas toujours certaines expressions que vous avez sur le Tibet et sur le communisme, parce qu'il n'y a pas que le communisme qui a... Et vous parlez, si je peux me permettre, on va pas avoir un débat personnel, vous parlez souvent de ce que le communisme a fait de plus noir dans son histoire. Et il y a bien d'autres peuples aussi qui mériteraient qu'on s'intéresse aussi à leur destinée. Il ne vous aura pas échappé que nous nous intéressons à tous les peuples. Nous avons même accueilli ici des peuples étrangers menacés de mort par d'autres régimes, d'autres natures, cette fois-ci prétextement religieux. Donc il se trouve malheureusement qu'en l'occurrence, la Chine a un pouvoir que les Chinois n'ont pas choisi. Et si vous avez oublié la révolte de Tiananmen de 1989, c'est un petit peu dommage. Et dès que vous m'aurez montré un pays communiste où on a respecté l'homme, j'y adhérerai bien volontiers. Voilà. Il suffit juste de me le citer et de m'indiquer la période. Voilà. Et je n'entamerai pas, moi non plus, le débat là-dessus. Mais je n'ai pas de résistance sur les pouvoirs nazis ou fascistes qui ont opprimé l'homme, pas plus que pour les pays qui ont subi le joug du communisme, qui n'a en rien libéré l'homme. Et ça, c'est un constat que tous les universitaires aujourd'hui reconnaissent. Mais c'est vrai, pas tous les politiques.
mais tous les universitaires. Voilà. Et donc, au nom de tous ceux qui en ont été les victimes, je crois qu'il faut être très prudent quand on veut trouver des bons côtés à un système, sachant que dans toute dictature, on peut trouver effectivement, entre guillemets, des bons côtés. Et on a des nostalgiques partout de l'ancien régime, de Franco à Tito. J'ai jamais parlé, on va pas débattre longtemps, j'ai jamais parlé de système, j'ai parlé d'idéologie. Oui. Et non, ça n'est pas la même chose. C'est l'application. C'est l'application, non, justement, l'application, elle n'est pas toujours propre à l'idéologie, jusqu'à preuve du contraire. Alors bon, enfin, est-ce que c'est un autre débat, mais on pourrait en faire un débat. Parce que le communisme, il a été inventé avant l'URSS. Intéressant. On peut s'inscrire dans le débat. J'ai jamais été léniniste. J'ai jamais été léniniste. Je ne pouvais pas de. Et vous, le seriez-vous, ça serait parfaitement votre droit. Hein, c'est pas la question, mais c'est un débat que nous pourrions avoir dans le cadre de nos conférences, que pourrait organiser notre service culturel, hein, sur est-ce que l'idéologie est déterminante dans la mise en place d'un système ou non. Hein, et je serais prêt à y participer. Voilà.